Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président Patrice Talon a bouclé 4 ans de gouvernance à la tête du Bénin. Déjà 4 ans donc que le chef de l'État imprime sa marque à la République. Les œuvres engagées sont énormes. Avec détermination et sérénité, le chef de l'État poursuit sans relâche la réalisation et la mise en œuvre des réformes annoncées dans le programme d'action du gouvernement. Pour son pari, le président Patrice Talon avait juré en 2016 de transformer le Bénin. 4 ans après, où en sommes-nous? Aussi bien sur le terrain de la mobilisation des ressources, de l'indice de développement humain ou encore de la réalisation des projets inscrits au cœur du programme d'action du gouvernement. Réponse ce soir en plateau avec son planificateur en chef, d'ailleurs chef de file de la mobilisation des ressources, le ministre d'État en charge du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane. 4 ans de gouvernance de Patrice Talon entre réformes et acquis. Le Bénin avance-t-il réellement? Monsieur le ministre d'État, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Pékou. Merci d'accepter notre invitation et de vous prêter à cet exercice. Pour conduire ce plateau avec moi, André Dossa, de Canal 3 Bénin. André, bonsoir. Ricardo Loïc Pékou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le ministre d'État. Bonsoir, Monsieur Dossa. Dans l'équipe de Patrice Talon, dans le gouvernement, vous vous occupez de la planification du développement. Ceci passe par l'élaboration des documents de politique de développement. En 4 ans, combien en avez-vous élaboré, Monsieur le ministre d'État? Merci beaucoup, Monsieur Dossa. Je crois qu'on est vraiment dans le temps des moissons. Et le temps des moissons, pour le mesurer, il faut repartir à la base. Et la base, c'est ce principe réaffirmé par le président Patrice Talon qui dit qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Et ça veut dire, en termes économiques, la planification. Et donc, dès les premiers jours, nous avons, avec le président Talon, convenu de revenir à la planification dans notre pays, en termes de prospective, et je vais l'expliquer, en termes stratégiques, mais aussi en termes opérationnels. En termes de prospective, ça veut dire qu'il faut ramener notre pays au fondamental, qui est où nous voulons nous retrouver dans quelques années. Et c'est pour ça que quand vous dites le temps des moissons, ça tombe très très bien. Monsieur le ministre d'État, ce n'est rien de nouveau. On planifiait ici, on faisait de la prospective. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Mais on l'a arrêté. On a arrêté de planifier et ça nous a perdu du temps. Et donc nous revenons premièrement à la planification prospective avec Alafia 2025 que vous connaissez très bien et à la planification stratégique qui est de dire où voulons-nous voir notre pays dans quelques années, 2025 par exemple. Okay. Et c'est là où nous avons élaboré ce que vous connaissez, ce que nous avons appelé le PND, le Plan National de Développement, et surtout à la planification opérationnelle en élaborant ce que vous avez cité tout à l'heure, qui est le programme d'action de gouvernement 2016-2021. Et là où c'est très important, c'est que vous pouvez, à partir de ce document-là, mesurer aujourd'hui où nous sommes et vous rendre compte que les résultats que nous avons, la moisson que nous récoltons aujourd'hui ne vient pas d'un hasard. Ça a été planifié avec les contraintes que nous connaissons de notre pays, avec les possibilités de ressources que nous avons et surtout avec la capacité de réforme que nous pouvons initier et faire accepter par nos compatriotes. On peut en parler un peu plus dans le détail si vous voulez, parce que le programme d'action du gouvernement, c'est les 3 piliers que vous connaissez. Le premier pilier qui est de redonner un peu plus d'allant à notre système démocratique. Le deuxième pilier qui est purement économique, qui est de transformer économiquement notre pays. Si nous voulons effectivement que notre démocratie commence par donner des dividendes économiques à nos compatriotes, qui commencent par se sentir mieux économiquement, que les femmes soient davantage autonomisées économiquement et socialement, eh bien, il faut transformer cette économie-là et nous avons engagé des réformes dans cette direction. Et enfin, le troisième pilier qui est le pilier social,
améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Donc voilà un peu ce que je peux dire. On comprend que le PAG, c'est la vedette des plans, des programmes de développement élaborés par le gouvernement, et on comprend que vous avez déjà envie d'en parler, on va le faire tout à l'heure, mais il me semble qu'il y a un autre document également que vous avez pu élaborer, le PC2D, dont vous n'avez pas suffisamment parlé. Bien, alors le PC2D, c'est un peu à l'image du programme d'action du gouvernement, l'opérationnalisation, j'allais dire, quotidienne du plan national de développement qui donne de manière stratégique notre pays à l'horizon 2025. Mais quand vous avez élaboré le plan national de développement, le PND, il faut dire comment vous arrivez à ces résultats-là. Quelles sont les actions concrètes? Et ça, c'est le PC2D qui est davantage arrimé au programme d'action du gouvernement. Et donc, si vous voulez, ce sont ces trois temps-là. Le temps de la prospective qui est à l'AFIA 2025, le temps de la planification stratégique qui est le PND et le temps de l'opérationnel, donc du quotidien, qui est le programme d'action du gouvernement et le PC2D. Alors, revenons, Monsieur le ministre d'État, au programme d'action du gouvernement. On l'avait cité, c'est plus de 9 000 milliards de francs CFA. Où en sommes-nous concrètement dans la mobilisation des ressources? Alors, moi, je suis très heureux sur ce plan de vous rendre compte et de rendre compte à nos populations que nous sommes largement avancés sur ce plan. C'est plus de 9 000 milliards. Mais c'est aussi que nous attendions de ces 9 000 milliards une très grande contribution du secteur privé. Je rappelle que sur les 9 000 milliards, nous attendions seulement de l'État 32%. Aujourd'hui, nous avons déjà mobilisé au niveau de l'État plus de 5 500 milliards à la fin de l'année dernière. Donc à fin décembre 2019, nous avions mobilisé plus de 5 500 milliards. D'abord, par nos propres efforts, nous avons, en rationalisant davantage notre budget, dégagé un peu plus d'épargne nous-mêmes sur notre budget, comme tout individu, comme vous-même. Lorsque vous avez votre salaire, vous arrivez, vous dépensez, vous gardez une petite partie pour investir. C'est ce que nous avons fait au niveau de l'État, avec toutes les mesures de rationalisation des dépenses que nous avons prises, dépenses courantes et dépenses d'investissement. Nous avons épargné et cette épargne-là a contribué. Ce que vous appelez rationalisation, Monsieur le ministre d'État, ça implique beaucoup de sacrifices pour les citoyens, c'est beaucoup de privations, beaucoup de privilèges perdus. Vous le dites avec une telle facilité, ça veut dire que le citoyen béninois a d'abord contribué à mettre en œuvre le PAG. Mais vous ne le soulignez pas assez. Tout à fait. Je pense que nous tous, nous y avons participé. L'administration, moi, je peux vous donner un exemple. Le ministère qui était chargé de la planification avant moi avait des conseillers, avait des chargés de mission, avait une kyrielle d'autres personnes attachées au cabinet du ministre. Nous avons supprimé tout ça. Aujourd'hui, chaque ministre a 5 conseillers et pas plus. Donc, nous y avons participé aussi. Il y a un certain nombre de primes qui ont été rationalisées, vous le savez. Les primes qui ne sont pas réglementaires, surtout, ont été supprimées. Les voyages ont été rationalisés. La gestion du parc autour de l'État a été rationalisée. Et tout ça a contribué à donner un peu plus d'allant à notre budget de fonctionnement et à dégager un peu plus d'épargne que nous investissons aujourd'hui dans notre programme d'action du gouvernement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le travail important que nous faisons avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, qui ont contribué pour à peu près la moitié aujourd'hui des 5 525 milliards dont j'ai parlé. Et enfin, nous avons emprunté sur le marché international pour compléter ces ressources dont nous avons besoin pour le programme d'action du gouvernement. Donc voilà un peu d'où viennent les ressources que nous avons pu mobiliser à ce jour. Et parallèlement, nous sommes en train de travailler avec plusieurs acteurs du secteur privé dans différents domaines pour compléter ce travail important que nous faisons au niveau de l'État, parce que dès le départ, nous avons convenu que certains investissements, notamment les investissements dans les domaines économiques, doivent être assurés par le secteur privé, parce qu'il y a des domaines où le privé fait mieux que l'administration, fait mieux que l'État. Donc ça veut dire que la mobilisation, elle n'est pas encore complète. Ça veut dire que la mobilisation n'est pas complète, mais ça veut dire surtout que nous sommes en avance sur notre programme
de mobilisation de ressources. Si vous prenez les 5 525 milliards, c'est largement au-dessus de ce que nous étions censés mobiliser pour le compte de l'État pour les 5 années. Donc, en tant que ressources que nous étions censés mobiliser pour notre propre compte, nous avons largement dépassé nos prévisions pour les 5 ans. Parce que, chemin faisant, il y a certains programmes que nous avons affectés plus à l'État qu'au secteur privé. Mais en même temps, nous avançons dans la mobilisation des ressources pour le secteur privé sur ce plan aussi. 5 500 milliards, c'est beaucoup de ressources, ça fait rêver, mais ces ressources ont-elles été déjà investies? Si oui, dans quel secteur? Si ce n'est pas encore fait, mais c'est prévu pour être investi dans quel secteur? Alors, pour beaucoup, c'est déjà investi dans des domaines que vous voyez sans faire le lien. Prenez l'électricité. Dans le domaine électrique, nous avons investi près de 10% de ces ressources déjà dans l'électricité. Et vous voyez les résultats, puisque en 2016, quand nous sommes arrivés, il y avait des délestages un peu partout. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de délestage. Il y a quelques coupures très courtes. Il y a des coupures, il y a quelques coupures qui sont relativement courtes. Moi, je me rappelle ici, en avril 2016, quand nous sommes arrivés, nous sommes restés les 2 premiers week-ends sans électricité. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et nous avons des programmes pour élargir l'accès de l'électricité à nos compatriotes. Parce que, en même temps que cette énergie est disponible, nous devons faire l'effort substantiel pour qu'il y ait plus de ménages qui aient accès à cette électricité, qu'il y ait plus d'entreprises qui aient accès à cette électricité. Donc, dans le domaine de l'électricité. Dans le domaine de l'eau potable, nous avons investi à peu près 10% aussi dans l'eau potable. Dans ce programme important que nous avons engagé dès 2016 en disant nous voulons que d'ici 2021, tous nos compatriotes, dans tous les quartiers de ville, dans tous les villages, aient accès à l'eau potable. Ce programme est en cours et on a là aussi des résultats déjà dans plusieurs villes, Dassazoumé, Sabalou, Abomey, Boïkon, etc. Ce sont les ressources du programme d'action du gouvernement. Dans l'agriculture, pour passer au secteur de production économique, nous avons investi là également pour que notre programme agricole soit plus musclé, qu'il y ait davantage de diversification, puisque, je vous le rappelle, là aussi, nous avons pris des mesures fortes pour qu'il y ait des filières phares et pour que ces filières phares reçoivent davantage de ressources. C'est le maïs, c'est l'anacate, c'est l'ananas et c'est le riz aussi. Monsieur le ministre d'État, le Bénin a fait beaucoup d'efforts pour mobiliser les ressources. C'est aussi beaucoup d'efforts de la part des citoyens. Je fais l'impasse sur les taxes que nous payons aujourd'hui. Mais le Bénin est également très actif sur le marché financier. Quelle est la part justement de ces mobilisations, des emprunts que nous avons effectués dans ces ressources mobilisées? Pour être transparent, je vais là aussi vous donner les chiffres et aussi les relativiser et montrer où nous sommes par rapport à tout ce que vous pouvez entendre et tout ce que vous pouvez voir par ailleurs. Sur les 5 500 milliards dont j'ai parlé, à peine 30% représentent de la dette, c'est-à-dire des ressources que nous avons mobilisées sur le marché régional, ici, comme sur le marché international. Ça nous amène à un niveau d'endettement qui est largement soutenable. C'est-à-dire que nous avons convenu dans la sous-région, parmi les pays à l'intérieur de l'UEMOA, que notre endettement ne devrait pas excéder 70%. Et même là, nous avons des débats aujourd'hui. Quand vous regardez les grands pays, vous voyez très bien où ces grands pays se situent, et même les pays émergents, où ces pays se situent en termes d'endettement par rapport à leur produit intérieur brut. Nous sommes aujourd'hui largement en deçà de 50% d'endettement. Donc, nous ne sommes pas dans une situation où notre dette est critique, notre dette est alarmante. À l'intérieur même de l'UEMOA, nous sommes parmi les pays les moins endettés. Et je ne veux pas faire un plaidoyer pro-domo pour la dette, mais c'est comme pour un individu. Monsieur Dossa, je ne peux pas vous empêcher, je ne vous conseillerais pas en tant que banquier de ne pas vous endetter. Je vous dirais, si vous avez des opportunités et si vous avez quelqu'un qui a confiance en vous, allez vous endetter.
Si vous avez un projet économique Quitte à viable... compromettre l'avenir de mes enfants, peut-être. Non, pas compromettre l'avenir de vos enfants. Justement, donner une meilleure opportunité à vos enfants. Quand nous nous endettons pour investir dans l'électricité, comme nous l'avons fait, eh bien, nous créons des opportunités pour les PME. Nous créons des opportunités pour des artisans. Mais ça va être difficile, monsieur le ministre d'État, pour la postérité. Non, ce n'est pas plus difficile. Parce que ces gens-là qui bénéficient de cela, tous ceux qui bénéficient davantage d'électricité, produisent et créent de la valeur. Et donc, ce n'est pas la dette est moins importante que ce que vous en faites. Et ce que nous en faisons est très utile pour notre pays. Cela crée le produit intérieur brut. Nous allons venir à cela tout à l'heure pour voir comment aujourd'hui notre produit intérieur brut se structure. Comment non seulement les opérateurs économiques nationaux, régionaux et internationaux regardent notre pays. C'est très important. Et le tout n'est pas de vouloir s'endetter, mais c'est aussi d'avoir en face des gens qui sont prêts à vous prêter parce que vous avez des politiques économiques qu'ils lisent et qui leur paraissent être des politiques saines. C'est là aussi ce qui caractérise notre pays aujourd'hui. Nous avons un pays dont les politiques économiques, dont les réformes sont reconnues et saluées par la communauté internationale. Et ça, c'est important. Alors, monsieur le ministre, vous parlez des partenaires techniques et financiers d'ailleurs qui apprécient si bien la politique économique mise en place par le Bénin, mais il y a également ce regain d'intérêt du gouvernement à l'endroit des organisations non gouvernementales. Pourquoi? C'est important parce que, vous savez, nous avons des dizaines d'ONG, comme on les appelle ici, qui travaillent dans notre pays. C'est par an des budgets qui dépassent 10 milliards de francs CFA, ces ONG. Et j'ai, en arrivant au gouvernement, regardé ce que chacun d'entre eux fait. Quels sont les budgets qu'ils investissent? Dans quel domaine ils travaillent? Au gouvernement, on s'est rendu compte au ministère du Plan aussi que ces organisations étaient souvent non seulement en train de dépasser des sommes importantes, mais aussi dans des secteurs qui complètent l'action du gouvernement. Beaucoup sont dans la santé, beaucoup sont dans l'éducation et beaucoup surtout sont dans l'accès à l'eau potable. À partir du moment où nous avons décrété qu'il fallait donner de l'eau potable à tous nos compatriotes à l'horizon 2021, c'était important de voir non seulement ce que le gouvernement fait, mais ce que le secteur privé fait à côté et surtout ce que les ONG, qui sont nombreuses, font. Des organisations comme Direct Aid du Koweït, des organisations comme Plan Bénin, des organisations comme Diamat, mais aussi d'autres organisations qui sont dans d'autres secteurs. C'est très important de voir ce que chacune d'entre elles fait dans tel ou tel domaine qui est important. Lorsque nous engageons la réforme de l'éducation, lorsque nous engageons la réforme de l'accès et de l'autonomisation des femmes dans notre pays, il faut voir quelles sont les organisations qui peuvent compléter notre action. Et non seulement voir comment on peut les orienter de manière plus efficace, parce que si vous savez ce qu'elles font, vous pouvez les orienter dans telle ou telle direction plutôt que de les laisser agir de manière autonome. Et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous les avons toutes identifiées. Nous savons quels sont les budgets qu'elles consacrent à leurs activités. Nous savons là où elles peuvent nous aider et surtout nous savons leur dire, comme aujourd'hui, lorsque nous parlons du coronavirus, quelles sont les ONG qui travaillent dans ce domaine-là et qui peuvent compléter l'action Monsieur le ministre du d'État, gouvernement. en allant chasser sur ce terrain, le gouvernement peut-il mettre en difficulté les ONG locales, les organisations locales qui bénéficient de l'accompagnement, de l'appui de ces ONG internationales? Non, pas du tout. Au contraire, c'est leur permettre d'être plus efficaces. Parce que l'action des ONG internationales est souvent très complémentaire à celle des ONG locales. Je prends un exemple, c'est ce que nous voulons faire dans le domaine de l'autonomisation des femmes. Elles sont des dizaines, les associations et les organisations nationales qui s'occupent des femmes dans notre pays. Dans chaque commune, parfois dans chaque arrondissement, vous avez des organisations. Mais ces organisations sont souvent sans moyens adéquats pour leur travail et encore moins pour leur fonctionnement. Et elles comptent souvent sur les organisations internationales pour leur action. Mais si vous savez orienter l'action, si vous pouvez travailler de manière intelligente
avec les ONG internationales, vous leur donnez l'occasion de décupler leurs capacités avec ces associations et ces organisations nationales qui travaillent sur le terrain. C'est ce que nous faisons dans le domaine de l'autonomisation des femmes. C'est ce que nous faisons dans le domaine des cantines scolaires. Dans le domaine des cantines scolaires, c'est avec le PAM que le gouvernement a choisi de travailler de manière privilégiée, mais le PAM travaille avec des dizaines d'organisations sur le terrain national. Donc en fait, c'est une complémentarité. C'est absolument une complémentarité. Donc, ce faisant, nous ne sommes pas en train de prendre aux associations et aux organisations nationales les moyens qui leur étaient destinés. Mais au moins, ça vous permet de surveiller un peu le gouvernement, de surveiller quels fonds on surveiller, envoie vers ces organisations. Savoir ce que chacun fait sur le terrain. Nous pouvons identifier ce que chacun fait sur le terrain. Et c'est important. Alors, le gouvernement béninois, dans le cadre du programme d'action du gouvernement, a lancé une kyrielle de chantiers. Beaucoup de citoyens se sont inquiétés. On s'est dit, ça veut dire qu'on va assister bientôt dans ce pays à une forêt d'éléphants blancs. Mais on observe qu'au contraire, ce n'est pas le cas. Beaucoup de chantiers se poursuivent. Il y en a qui sont déjà achevés. Quel est le secret du gouvernement? Merci, M. Dossa. Le secret, c'est simple. D'abord, nos investissements relativement massifs dans certains domaines sont toujours accompagnés de réformes. C'est important de le dire. Si nous investissons des sommes massives, d'ailleurs, quelles que soient les sommes que nous investissons dans des domaines, si nous continuons de fonctionner comme nous le faisions il y a 4 ans, 5 ans, on n'aura pas de résultats. C'est la conclusion à laquelle on est arrivé très vite et c'est pour ça qu'il y a des réformes importantes dans ces secteurs-là. L'électricité, l'eau sont venus avec des réformes. L'éducation avec des réformes. La santé avec des réformes. Mais en même temps, le chef de l'État a veillé à ce qui est en place quelque chose de très important, c'est le suivi. Et c'est pour ça qu'effectivement, notre objectif, c'est 0 éléphant blanc, parce que nous avons une structure de suivi des projets et des programmes qui est relativement efficace. À partir de la présidence déjà, nous avons ce que nous appelons les unités présidentielles de suivi, qui suivent les réformes et les investissements du gouvernement pour le compte de la présidence de la République. Première chose. Ensuite, nous avons un comité de suivi national des projets prioritaires qui est présidé par le ministère du Plan, par moi-même donc, et qui rend compte tous les trimestres au gouvernement de l'évolution et de la mise en œuvre des projets et programmes. S'y ajoute qu'au sein même du ministère du Plan, il y a une direction dont le travail est quotidiennement de s'assurer de la mise en œuvre des projets et programmes, y compris en allant visiter sur le terrain comment ces projets sont mis en œuvre, quelles sont les difficultés et ce qui a lieu de faire au jour le jour. C'est pour ça que, par exemple, sur un projet qui est en cours d'ailleurs depuis bien avant que nous arrivions, le projet de pavage et d'assainissement dans un certain nombre de localités, nous avons repris ce programme-là il y a quelques semaines. Vous avez dû suivre ça au Conseil des ministres pour dire voilà où en est ce programme-là dans une cinquantaine de communes et voilà les mesures qu'il faut prendre pour relancer ce programme. Donc, c'est ce système de suivi rapproché et qui a été mis en place dès que le programme d'action du gouvernement a été arrêté pour dire que le tout n'est pas de concevoir et de mettre en œuvre les projets et programmes. Le plus important, c'est d'en assurer le suivi le plus rapproché possible pour rendre compte des difficultés lorsqu'il y en a et pour faciliter la mise en œuvre de ces projets et programmes. Donc c'est la clé du succès, il n'y en a pas une autre. C'est dire donc qu'il y a une certaine rigueur et une traçabilité autour de tout ce qui se fait. Absolument, et elle est assurée au plus haut niveau. Je peux vous garantir que quasiment à tous les conseils, le chef de l'État revient de temps en temps sur tel ou tel projet sur lequel il a quelques questions à tel ou tel ministère sectoriel. C'est donc ce suivi rapproché qui est assuré donc par ces unités dont j'ai parlé, mais aussi régulièrement par le ministère du Plan. J'allais ajouter 2 choses. C'est que nous avons mis en place dans le cadre de ce suivi rapproché un système pour suivre les projets mis en œuvre par les institutions multilatérales de développement. Tous les trimestres, il y a une revue des projets mis en œuvre par la Banque mondiale, par la BAD,
par la Banque islamique de développement et par l'AFD. Parce que c'est des projets nombreux et nous souhaitons que ces projets se passent sans difficulté. Donc tous les trimestres, il y a cette revue-là présidée par moi-même. Monsieur le ministre, votre département ministériel s'occupe également de la coordination et du suivi des objectifs du développement durable. Dites-nous aujourd'hui où en sommes-nous réellement dans l'atteinte de ces ODD? Alors, les ODD, c'est très important. Nous avons planifié en tenant compte de ce que nous attendions, ce que nous voulions de notre pays. Mais nous avons planifié aussi en tenant compte de deux grands objectifs, de deux grands agendas. Il y a l'agenda international des ODD qui a fixé un certain nombre d'objectifs et d'engagements à l'horizon 2030 pour tous les pays participant aux Nations Unies, y compris donc le Bénin. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième agenda international, c'est l'agenda Afrique 2063, qui est aussi très important. Mais celui sur lequel nous travaillons quotidiennement, c'est l'agenda 2030 des ODD. Et sur cet agenda, nous avons parcouru un chemin très très important parce que nous avons, dès 2016, défini à l'intérieur de cet agenda général qui poursuit plus de 160 objectifs, nous avons fixé des objectifs qui sont prioritaires pour le Bénin. Et nous en avons arrêté 49. Et ces 49 objectifs font l'objet de manière régulière d'un suivi. Et sur ce plan, je suis très heureux de vous dire que, premièrement, nous avons pu, avec les Nations Unies, faire une évaluation de nos résultats, d'abord en 2017, ensuite en 2018, en soumettant notre pays à ce que nous appelons les évaluations volontaires. Dans le cadre des Nations Unies, tous les ans, on demande à un certain nombre de pays, à une cinquantaine de pays, de se soumettre à un examen volontaire de ce qu'ils ont fait dans le domaine des ODD et d'obtenir les critiques et les observations des autres. En 2017 et en 2018, nous l'avons fait et nous avons passé de manière satisfaisante ce texte-là. Voulez-vous dire que le Bénin est un bon élève des ODD? Je peux vous dire que le Bénin est un bon élève sur ce plan. Et deuxièmement, toujours dans ce même cadre, nous avons fait un exercice avec le Fonds monétaire international, avec un autre pays africain, parce que sur le plan international, 5 pays ont été sélectionnés dans le monde pour faire cet exercice-là. C'est l'exercice d'évaluation du coût des ODD. C'est-à-dire que si nous voulons atteindre les 160 et quelques objectifs, combien ça nous coûterait? C'est un exercice qui est très rarement fait, pour ne pas dire jamais fait, parce que tout le monde veut atteindre les objectifs, mais on ne se demande pas, est-ce que nous aurons les ressources, est-ce que nous aurons les moyens d'y arriver? Nous avons fait cet exercice-là avec 4 autres pays dans le monde et avec le Rwanda en Afrique. Sous la supervision du Fonds monétaire international, notre évaluation, qui a été rapprochée à l'évaluation du Fonds monétaire, est absolument rigoureusement la même. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, nous savons que dans le domaine agricole, que nous avons privilégié, dans le domaine des infrastructures routières, aéroportuaires, portuaires, dans le domaine de l'électrification, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, etc., combien il nous faut pour atteindre nos objectifs. Cet exercice qui a été fait a été effectivement salué et nous pouvons, en ce moment-là, nous adresser à nos différents partenaires, notamment la Banque mondiale, pour dire, et c'est ce que j'ai fait, maintenant que nous avons évalué ces objectifs, dites-nous comment vous nous aidez à y arriver. Et donc, d'ici quelques semaines, quelques mois plus tard, nous allons pouvoir nous asseoir autour d'une table, comme une table ronde, comme nous l'avons fait pour d'autres secteurs, pour dire voilà ce que de manière additionnelle la communauté internationale est prête à faire avec le Bénin pour atteindre ces objectifs-là. Dernier point dans ce cadre-là, pour montrer que le Bénin est en avance sur ce calendrier, nous avons en 2018 convenu avec la Suisse, avec le gouvernement suisse, de nous soumettre à un autre exercice que nous avons appelé le P20, qui est de dire qu'est-ce que nous faisons pour les 20% de notre population
les plus déshérités. Les 20% les plus pauvres dans notre pays, qu'est-ce que le gouvernement fait pour les assister, pour les aider à sortir de la situation dans laquelle ils sont? Nous sommes, avec la Suisse, les 2 seuls pays qui se sont soumis à cet exercice et nous l'avons présenté. Il y a eu cette table ronde, effectivement. Sur l'initiative P20. Absolument, l'initiative P20, à laquelle nous nous sommes soumis avec la Suisse. Et nous allons continuer. Cette année, en juillet, nous soumettrons le Bénin à cet exercice-là encore, avec la Suisse qui a accepté de continuer cet exercice avec nous. Donc, sur l'agenda 2030, nous savons exactement ce que nous faisons. Et même, nous sommes allés un peu plus loin en regardant les budgets de tous les ministères sectoriels, les PTA de tous les ministères sectoriels, pour voir comment ils sont arrimés aux objectifs des ODD que nous nous sommes fixés. Ce que nous avons appelé la sensibilité aux ODD des différents budgets et des différents PTA. En 2020, Monsieur le ministre d'État, il y a eu également beaucoup de performances pour le Bénin. Il y a par exemple cette bonne nouvelle par rapport aux indicateurs de développement où le Bénin a pu avoir un indice de développement humain qui s'est amélioré. Comment cela est arrivé? C'est heureux, il faut le souligner, il faut le saluer, il faut même le célébrer comme quelque chose qui est arrivé. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est aussi une bonne nouvelle qui n'est pas accidentelle parce qu'elle est le résultat des différentes politiques que nous avons amenées. Parce qu'elle traduit nos progrès dans les IDH, dans les indices de développement humain, traduisent les progrès que nous avons dans des domaines précis. Dans le domaine, par exemple, dans l'évolution de notre produit intérieur brut. On en parlait tout à l'heure, M. Bessa, je vous disais qu'on s'endette aussi pour qu'il y ait de meilleures perspectives de croissance. Tout à fait. Il y a quelques années, il y a des investisseurs qui voulaient venir dans notre pays pour transformer le coton. Parce que nous sommes un des grands producteurs de coton, mais ce que nous vendons à l'extérieur, c'est de la fibre. Certains auraient voulu venir ici faire une transformation plus poussée. Mais ils n'y arrivaient pas parce qu'il n'y avait pas d'énergie. Chaque fois que ces investisseurs sont venus dans notre pays, ils ont dit il n'y a pas d'énergie, on ne peut pas aller plus loin. Okay. Maintenant que nous avons de l'énergie, il y a de plus en plus de gens qui viennent pour dire nous allons faire du textile. Nous avons une grande entreprise japonaise qui veut le faire, par exemple, et d'autres, les Indiens, qui vont venir. Et ces gens, en venant, vont produire davantage, vont recruter davantage. Donc, il y aura de la valeur ajoutée plus. Il y aura un peu plus de PIB. C'est ce qui est en train d'arriver dans notre pays. Nous avons fait un exercice, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui a montré que notre produit intérieur brut est 37% plus élevé que nous le pensions. Ah bon? Et pourquoi nous ne l'avons pas constaté nous-mêmes? C'est nous qui avons constaté cela. Donc, ce que je veux dire pour revenir aux IDH, c'est que le premier constat, c'est que nous faisons des progrès sur la croissance économique depuis que nous sommes là. En 2015, la croissance économique était de l'ordre de 2%. Après, nous avons 6%. Cette année, si tout se passe bien, s'il n'y avait pas cette crise de virus, nous envisagions une croissance de l'ordre de 7%. Bien, le premier constat, c'est que cette croissance du PIB, justement, nous fait faire des progrès dans l'atteinte des IDH. C'est peut-être pour toutes ces raisons, Monsieur le ministre d'État, que le Bénin est sorti en réalité du lot des 25 pays les plus pauvres. Je vous propose de regarder cet élément qui retrace ces performances du Bénin et puis on revient juste après. Classement des 25 pays les plus pauvres au monde. Le Bénin sort la tête de l'eau. En moins de 4 années d'exercice du pouvoir, le président Patrice Talon a pu opérer le miracle, sortant ainsi le Bénin du lot des pays au développement toujours balbutiant. Grâce à notre engagement collectif, les nombreux chantiers ouverts dans tous nos départements progressent. Les réformes majeures que nous avons entreprises produisent de plus en plus leurs effets positifs. Notre économie se renforce. Elle affiche des performances supérieures à la moyenne continentale et fait preuve d'une remarquable résilience. À coup de courageuses réformes, emballées dans le vaste et ambitieux programme d'action du gouvernement, le chantre du nouveau départ embellit l'image de toute une nation. Classé 20e pays plus pauvre au monde en 2015, le Bénin vient de faire un bond et un grand pas vers le développement avec ce nouveau rapport du Fonds monétaire international.
comme quoi la lutte contre l'impunité, la corruption, la délinquance financière et le détournement de deniers publics est en train de payer. Selon ce classement du FMI, le Bénin surclasse le Togo, le Libéria, le Burkina Faso et même le Rwanda. Mes chers compatriotes, ces constats nous enseignent qu'ensemble, en conjuguant nos efforts et en plaçant l'intérêt général au-dessus de tout, nous sommes capables de relever tous les défis. Le classement 2019 des pays les plus pauvres au monde est fait en tenant compte seulement du plus faible produit intérieur brut par habitant du pays. Sur la liste, le Soudan du Sud vient en tête des pays ayant les plus faibles revenus avec $236 de PIB par habitant. Il est suivi du Burundi et du Malawi. Le Mali est 25e avec $934 de PIB par habitant. Le recul de la pauvreté au Bénin est indéniable. Ce classement qui intervient après celui de la BAD, positionnant le Bénin dans le top 10 des économies dynamiques du monde, est le couronnement des efforts du gouvernement de la rupture qui œuvre au quotidien pour le bien-être des Béninois qui peuvent être désormais fiers d'appartenir à une nation en pleine évolution. Voilà un commentaire de Lenaïka Agbazaou. Monsieur le ministre d'État, comment avez-vous accueilli au gouvernement cette nouvelle? Avec beaucoup de plaisir, mais aussi avec beaucoup de résolution pour le futur. Parce que ce que ça traduit, c'est la bonne direction des politiques que nous menons. Ça valide les choix que nous avons faits en matière de politique macroéconomique, en matière de politique sectorielle, les choix sectoriels que nous avons faits, mais aussi ça valide les programmes sociaux que nous avons engagés dans des domaines aussi importants que l'éducation, la santé et même d'autres actions sociales pour réduire la pauvreté dans notre pays. C'est important, c'est le capital humain. Et vous savez, le président de la République l'a annoncé, cette année 2020 va être l'année du capital humain dans notre pays. Et nous allons donc renforcer les résultats que nous avons eus dans ce domaine-là l'année dernière. Monsieur le ministre, on va parler maintenant du rebasage des comptes nationaux, une des actions majeures que vous avez posées, action conduite par bien évidemment votre ministère. Alors, de quoi s'agit-il? Pourquoi avez-vous dû effectuer ce rebasage des comptes nationaux? Alors, vous savez, les comptes nationaux, donc la mesure du produit intérieur brut, c'est un exercice constant que nous faisons au ministère du Plan par l'intermédiaire de notre Institut de statistique et l'INSAE. Et donc, on regarde, comme dans tous les pays, il y a toujours une année de base. Donc, vous dites, par rapport à cette année, vous mesurez les résultats que vous avez tous les ans. Ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que cette année de base ne soit pas le plus éloignée possible. Donc, quand elle est assez éloignée, on essaie de la rapprocher. Donc, c'est la première raison pour laquelle nous avons besoin de faire ce rebasage. Donc, nous avons pris comme année de base désormais 2015. La deuxième raison, c'est que les standards internationaux ont changé. Et il faut donc mesurer par rapport à ces nouveaux standards internationaux. Et la troisième raison, c'est que de manière régulière, la structure de l'économie change. Notre économie, par exemple, est très informelle. Mais en même temps, elle se formalise de plus en plus. Il y a de plus en plus de secteurs, de domaines qui se formalisent parce que justement l'État leur en donne la facilitation. Et donc pour ces trois raisons, nous avons décidé de faire l'année dernière ce rebasage qui a abouti au constat qu'en réalité, notre produit intérieur brut est plus élevé que nous le pensions, donc il est de 37% plus élevé que nous le pensions, et c'est ce constat qui a été fait, qui a des implications énormes pour tout ce que nous faisons, notamment dans le domaine macroéconomique. Par exemple, ça montre qu'en réalité, notre endettement est moins préoccupant que nous le pensions. Ah bon. C'était un des sujets qui vous préoccupait. Je peux vous dire que notre endettement est moins préoccupant que vous le pensez, que chacun le pense. Et s'y ajoute, j'insiste là-dessus, ce n'est pas la dette en elle-même qui est importante, c'est ce que vous en faites qui est le plus important. Donc, le rebasage a montré aussi que, et là aussi c'est un des éléments que M. Dossa a mis sur la table tout à l'heure, c'est la taxation de notre pays. Tout le monde dit nous sommes trop taxés, les gens payent trop d'impôts, etc. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux, M. le ministre? Ce que ce travail montre, c'est que
Ce n'est pas tout à fait vrai. Il faut lire la loi des finances Il pour s'en rendre compte. il y a encore du chemin à faire. Nous avons des recettes fiscales aujourd'hui qui sont autour de 10% de notre produit intérieur brut. On n'est pas du côté des plus performants. Donc il y a du travail à faire dans ce domaine-là, mais je vous l'accorde, il ne faut pas taxer les mêmes. Il faut diversifier, disons, la base de taxation. C'est une des missions que le gouvernement se donne à l'issue de ce travail de rebasage qui a été fait. Mais ce travail-là montre aussi que nous avons besoin d'élever le niveau de notre institut de statistique. Justement, il est question d'opérer une réforme à l'INSAE. Absolument. Nous avons besoin de faire de cet institut l'un des meilleurs du continent, pour ne pas dire le meilleur du continent. Je veux voir... Ça ne l'est pas encore? Ça ne l'est pas encore. Je veux voir dans cet institut, pouvoir le comparer à ce qui se fait dans les pays émergents du monde, parmi les meilleurs. Et là, nous avons besoin de réformer le système légal. Donc nous avons soumis une loi à l'Assemblée. Fragile, un petit pays, mais qui voudrait se doter d'une institution de statistique à la hauteur des pays émergents. Est-ce que cette ambition n'est pas un petit peu démesurée, monsieur le ministre? Non, elle n'est pas démesurée. Nous avons commencé, vous n'avez pas contesté cela, en disant qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Et pour savoir où il va, il faut pouvoir mesurer les choses. D'ailleurs, les Américains disent, si vous savez mesurer quelque chose, vous savez le faire. Ça veut dire que pouvoir bénéficier de statistiques connues, vérifiables et incontestées est important. Nous voulons, on a parlé de PIB tout à l'heure, on a parlé d'endettement. Si nous travaillons sur des chiffres qui étaient faux ou contestés par d'autres, ce serait difficile pour nous-mêmes. Et donc, nous avons besoin d'avoir un institut qui nous donne des chiffres incontestés dans tous les domaines, la démographie. Nous voulons savoir combien d'enfants font les Béninois. Nous voulons savoir ce qu'il faut faire pour que l'agriculture soit le plus performant possible. Mais à côté de ce rebasage, monsieur le ministre d'État, et ces chiffres que vous avez avancés, qu'est-ce que ces nouveaux indicateurs vont concrètement changer? Et ces indicateurs vont changer la manière dont nous servons les Béninois. Parce qu'ils nous disent quels sont les points forts, ce sur quoi nous devons continuer de mettre l'accent, qui est sortir davantage de nos compatriotes de la pauvreté, donner des emplois durables, mais déjà donner des emplois aux gens. Avant que l'emploi ne soit durable, il faut qu'il existe. Avant, nous n'avions même pas les emplois. Là, nous les avons et nous commençons par nous poser la question de la durabilité comme vous le faites, M. Dossa. Mais il faut créer déjà les emplois. Et un certain nombre de dispositifs, notamment les lois qui ont été votées dans le domaine du marché du travail, y contribuent. Donc, l'IDH, comme d'autres indicateurs sur la croissance, sur le développement économique et social, sur la démographie, tous ces indicateurs qui sont fournis par l'Institut de statistique sont des indicateurs qui sont indispensables pour permettre au gouvernement de mieux orienter ses politiques. On va évoluer et on va parler de l'une de ces premières actions accomplies par le gouvernement de la rupture dès son avènement. Il s'agit de cette action qui concerne la mobilité urbaine, le lancement en juillet de taxis, la compagnie de taxis dénommée Bénin Taxi. Je voudrais d'abord nous inviter à suivre cet élément témoin avant d'en discuter. Assurer un transport urbain de qualité et booster le développement du Bénin, c'est l'objectif du gouvernement du président Patrice Talon. En initiant le projet Bénin Taxi, le chef de l'État veut rendre plus moderne la mobilité urbaine. Depuis qu'ils sont à Parakou, je ne dérange plus les proches pour venir me chercher. J'ai opté pour les taxis. Ils sont assez corrects quand même. Depuis que je les prends, je n'ai pas encore eu de soucis avec eux. Sur toute l'étendue du territoire national, la vague jaune a gagné les cœurs. Le projet Bénin Taxi vient aussi offrir de l'emploi à beaucoup de Béninois qui étaient encore au chômage. Depuis que moi j'ai commencé Bénin Taxi, ça a changé ma vie. Je suis considéré dans mon quartier. Je constate qu'il y a eu un changement à mon côté. Bon, même si ce n'est pas grand, mais il y a un petit changement quand même. Entretien, sécurité, connexion Wi-Fi intégrée et confort, c'est ce qu'offre Bénin Taxi à tous les citoyens. Bénin Taxi a impacté positivement les habitudes et la vie des Béninois que nous sommes. Aujourd'hui, que vous soyez à Porte-Novo,
à Alada, à Ouida, à Abomey, à Boïkon, ou bien même complètement dans la région septentrionale de notre pays, le Bénin, se déplacer n'est plus un souci. Je voudrais dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à tout son gouvernement pour avoir rendu possible ce projet. Le gouvernement du président Patrice Talon entend faire mieux dans les toutes prochaines années. Monsieur le ministre d'État, vous avez l'impression que les populations ont réellement adopté ce Bénin Taxi? Ce n'est pas une impression, c'est une certitude aujourd'hui. Vous savez, j'ai suivi ce projet depuis son lancement et je peux vous dire qu'au départ, c'était des doutes, c'était des colibés et nous avons vu progressivement l'opinion changer et sur le projet et sur son intérêt. Au début, les gens s'interrogeaient sur l'utilité d'un tel projet dans la mobilité à Cotonou et dans notre pays. Tout ça a changé. S'y ajoute que c'est un projet créateur d'emplois. Aujourd'hui, nous avons près de 300 jeunes gens et jeunes dames qui travaillent sur ce projet directement, qui sont les artisans. Mais nous avons autour d'eux beaucoup d'autres qui font des travaux pour les taxis. C'est à peu près 1000 emplois qui ont été créés autour de ce projet. C'est des choses concrètes et durables. Je vous comprends. Peut-on dire pour autant, monsieur le ministre d'État, que le projet Bénin Taxi est une réussite? C'est vrai, on voit les jeunes gens, aujourd'hui, ça change un peu le décor de nos centres urbains, mais peut-on dire que vraiment c'est une réussite? Je pense que c'est une réussite, ne serait-ce que déjà que de nous assurer que tous les étrangers qui viennent, tous les Béninois de la diaspora qui arrivent, et même les citoyens de nos villes qui veulent se déplacer et qui n'ont pas de moyens, peuvent appeler un numéro ou peuvent appeler ces taxis-là, peuvent les héler dans la rue et faire leurs courses. Mais il y a des choses ça à a fondamentalement changé. Il n'y a pas que d'ailleurs, parce qu'à côté du projet Bénin Taxi, nous avons facilité l'accès à des taxis à d'autres sociétés du secteur privé qui veulent le faire. Et donc c'est tout un mouvement, c'est l'amélioration de la mobilité dans Cotonou et dans tout notre pays qui est affecté par cela. Et je peux dire, sans me tromper, que c'est un succès à la date d'aujourd'hui. Monsieur le ministre d'État, on communique de plus en plus sur les actions. Ça y est, c'est bon, le PAG, ça peut aller, on a fini? Je veux noter que l'action du gouvernement commence par donner des résultats visibles. Les populations voient dans les quartiers de leur ville les résultats de l'asphaltage. Les populations voient des routes. Un collègue qui était à Boukoumbe l'autre jour, qui nous a rapporté le témoignage des populations sur la route Natitengou-Boukoumbe. J'étais moi-même il y a quelques jours, quelques semaines, à Sinandé pour le lancement de la voie Sinandé-Forbouré-Guessou Sud. Et je peux témoigner de ce que les populations disaient ce jour-là. Je peux témoigner de ce que les milliards qui sont déversés aux paysans producteurs tous les ans rapportent à ces paysans et leur opinion sur cette action du gouvernement, les résultats de cette action. Donc, ce n'est pas un triomphalisme du gouvernement, mais c'est le témoignage des progrès qui sont visibles déjà de l'action de ce gouvernement. Alors, monsieur le ministre d'État, à avril 2021, ce n'est plus loin, un an environ, qu'est-ce qui va fondamentalement changer dans la vie de nos compatriotes d'ici avril 2021? Ce qui va changer, c'est une meilleure visibilité des actions qui ont été entreprises et qui se poursuivent. On n'a pas arrêté, on continue. Il y a des investissements importants qui vont se faire. Je vous ai parlé tout à l'heure du capital humain et de ce que nous allons faire dans le domaine de l'éducation et qui va transformer fondamentalement l'éducation dans notre pays. Faire en sorte que les gens aient désormais une formation professionnelle et technique plutôt qu'une formation générale. Donc des gens prêts à un emploi plutôt qu'à être des chômeurs. C'est une transformation fondamentale dans notre pays. Donc ces actions seront de plus en plus visibles. Ceci va se traduire concrètement dans leur vie de tous les jours. L'accès à l'eau potable. J'ai cité quelques villes et quelques villages qui ont eu accès à l'eau potable depuis 2016. Il y en aura d'autres encore, parce que l'action n'est pas terminée. Très bien. Nous avons déjà mobilisé des ressources importantes qui sont disponibles pour ces travaux. Les études ont été faites et les travaux réels ont commencé et se poursuivront dans les semaines qui viennent.
Très bien, donc les grands chantiers pourront se poursuivre jusqu'à la fin du quinquennat. Les grands chantiers vont se poursuivre, de même que les réformes qui les accompagnent. Monsieur le ministre, nous sommes au thème de cette émission. Votre conclusion? Merci beaucoup. Je voudrais, à travers votre émission, saluer tous les téléspectateurs qui nous ont écoutés et à travers ces téléspectateurs, remercier tous les Béninois qui ont fait confiance au président Patrice Talon et à son gouvernement pour conduire ces différents chantiers. Je veux saluer aussi la résilience qui a fait que beaucoup ont supporté les conséquences de certaines des réformes dont ils doutaient de l'efficacité. Mais nous le voyons tous, ces réformes et ces investissements importants commencent par avoir des résultats au bénéfice des populations. Et les résultats, notamment par exemple sur l'IDH, où nous sortons des 25 pays les plus pauvres, montrent que ces réformes et ces investissements peuvent avoir des résultats au bénéfice des populations. Et ce que ça nous enseigne aussi, c'est que nous devons poursuivre, garder le cap pour que ces résultats se renforcent, pour qu'il y ait davantage de nos compatriotes qui aient accès à l'eau potable, qui aient accès à un emploi dans notre pays, qui aient accès à l'électricité, qui aient accès à l'éducation. C'est cela l'engagement qui a été pris par le président Patrice Talon et c'est ce à quoi nous travaillons tous les jours. Je veux donc vous remercier encore une fois, remercier vos téléspectateurs et à travers eux, tous nos compatriotes. Merci, Monsieur le ministre d'État. Merci, Monsieur le ministre d'État. 4 ans donc après, c'est le temps des moissons. Beaucoup de résultats. André, le Bénin va mieux. Les statistiques d'ailleurs le prouvent d'ailleurs. Les perspectives pour 2021, vous les avez annoncées. C'est encore plus rassurant. Le ministre d'État l'a expliqué et demande à tous de rester optimistes pour la suite du quinquennat. C'est cela. Tout à fait. Et merci beaucoup. Ce fut un plaisir d'avoir partagé cet entretien avec vous, Ricardo Peco. Et merci, Monsieur le ministre d'État. Merci beaucoup à tous les deux. Bonsoir chez vous.